donc compris par les images, mais c'est vrai que les dialogues des deux personnages qui les caractérisent sont quand même, jouent un rôle très important quand même, pour caractériser les deux personnages et pour amuser le spectateur. Ils sont quand même très très drôles. Bon, c'était juste une remarque. Moi, ce que j'aime bien dans le film, c'est que le cinéma de John McTiernan, c'est un cinéma du jeu, c'est un cinéma du pari. On fait des paris, on fait des jeux. C'est un peu un cinéma, il y a quelque chose d'enfantin dans son cinéma, on fait des choses, on s'amuse, voilà. Par exemple, Die Hard, Piège de cristal, c'est on imagine un homme seul face à une armée de terroristes surarmés et comment est-ce qu'il va se tirer de cette situation impossible. Là, on a l'impression aussi qu'il y a un jeu, d'ailleurs le jeu est inscrit dans le film, dans le scénario du film, puisque c'est un terroriste qui donne les règles du jeu au personnage principal qui doit remplir un certain nombre d'épreuves. Alors il se trouve qu'il a les règles du jeu un peu parce qu'il connaît bien New York, donc c'est comme ça qu'il arrive à s'en sortir. C'est un esprit pratique. Et il y a aussi une dimension dans le film qui est amusante, qui est très enfantine, qui est de transgression. C'est-à-dire finalement, tout le monde rêve peut-être à New York de traverser Central Park en voiture. Évidemment, c'est interdit. Et évidemment, on peut voir ça dans les films de John McTiernan au cinéma. Alors, peut-être qu'on peut reparler dans le détail des personnages de la situation, mais je voudrais juste que John McTiernan nous dise comment il a tourné cette scène, comment est-ce que ça a été facile à tourner, comment on tourne une scène comme ça dans les rues de New York. Parce qu'à chaque moment, la ville de New York est présente, la vraie ville de New York. Et on le voit à quelques détails, qui sont des détails très familiers. Par exemple, le moment où quand la voiture sort de Central Park et qu'elle écrase des vélos. Il y a tout d'un coup, on passe de l'objet extrêmement familier, on passe du film d'action, avec effets spéciaux, cascades, etc., à un objet familier. Et donc, tout ce va-et-vient entre le quotidien, le familier et l'extraordinaire, la fantaisie, est particulièrement visible dans cette séquence. Donc voilà, comment est-ce que ça a été tourné tout ça? Was it easy? It wasn't actually difficult. I used to live right near there. So, I don't know, I could make up the sequence in my head. That where it started was the subway stop I used to take every day. The rest was just trying to make it clear what was going on, and trying to show the city, or show ordinary things in the city that one sees walking around, but also to have the sense that, oh, they're actually in the middle of New York City, as opposed to some sort of a phony chase where it was done I put it together shot for shot, which is how I do just about everything. In other words, I didn't have 11 cameras on something, and it's usually only one camera. The stuff in the park, I had the second unit director do, but I laid out all the shots for him. And the rest of it I shot myself. And it was actually pretty simple. The city was being very nice to us and helped. And we would just close down one relatively narrow area for, an hour or two. We didn't. Often it was much less. It was half an hour or something. I mean, if we knew what we had planned to do and we had the vehicles and things, we didn't do boodles of takes. I mean, now you put all of that together electronically. You could have done a lot of it that way then, but I mean, certainly the earlier electronic stuff looked phony and gave away, oh, this is easy, they're not doing that. I don't know, you're being very kind about the
the ordinary things that were in it, but that's, I don't know, that's what's there. The middle of Columbus Circle was loads of bicycles and things. I don't know, go ahead. En fait, pour ne rien vous cacher, le tournage de cette séquence n'a pas été si difficile que ça, dit John McTiernan. Parce que moi-même, je vivais à New York, j'ai vécu dans ces endroits, j'ai vécu dans cette ville, donc je la connaissais forcément très bien. Et c'est vrai que tout le découpage de la séquence que vous venez de voir, eh bien, je l'ai fait dans ma tête, quelque part. Par exemple, cette fameuse course-poursuite que l'on vient de voir, elle débute à un endroit qui est en fait une station de métro. Et c'est la station de métro qui était la station que je prenais moi-même tous les jours lorsque j'habitais à New York, donc forcément c'est vraiment un environnement qui est que je connais très bien et qui m'est très familier. Et ensuite, tout le reste finalement de cette séquence, ça a été pour moi le travail que j'ai eu à faire. Et bien, c'était tout simplement essayer de rendre la séquence, de rendre l'action la plus claire possible pour toutes les personnes qui ne connaissent pas New York. Et donc, j'ai essayé vraiment de rendre tout ça de manière très très claire. Et il faut savoir que tout ce qui se passe dans le parc, dans Central Park, en fait, c'était une deuxième unité de tournage qui s'en est chargée, qui a fait le tournage donc, de ce qui se passe dans Central Park. Mais j'avais moi-même, nous dit-il, découpé les plans, etc., bien indiqué tout ce qu'il fallait filmer, dans quel ordre. Et tout le reste, en fait, eh bien, c'est moi qui l'ai filmé. Et quand je dis c'est moi qui l'ai filmé, c'est moi qui l'ai filmé moi-même, réellement. Et ça a été assez simple à faire, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il n'y avait pas énormément de caméras comme on peut voir aujourd'hui par exemple, il n'y avait pas 10, 11, 12 caméras pour filmer sur 14 angles différents. On a vraiment fait chaque plan l'un après l'autre, on n'a pas filmé 350 trucs en même temps, c'était vraiment l'un après l'autre. Il n'y avait qu'une seule caméra de tournage, voilà. On a vraiment tout tourné comme ça. Et ça a été relativement simple parce que la ville de New York, la municipalité a été vraiment très sympathique avec nous et nous a donné toutes les autorisations dont nous avions besoin. Et finalement, c'était assez simple, c'est-à-dire qu'on bloquait une rue relativement étroite, on l'a bloquée pendant 1 heure, parfois même pendant une demi-heure, vraiment très très peu de temps. On faisait quelques prises et c'était dans la boîte. On n'avait pas besoin de faire 200, 300 prises, non, pas du tout. C'était vraiment fait très vite et très facilement. C'est vrai qu'aujourd'hui, une séquence comme ça, il y aurait sans aucun doute beaucoup de plans digitaux, beaucoup de plans faits informatiquement. À l'époque, on aurait pu en faire un peu, mais bon, à l'époque, les effets spéciaux visuels 3D, c'était pas du tout ce qu'on a aujourd'hui. Et ça, voilà, on se serait dit immédiatement, c'est du faux, on l'aurait vu, et on n'aurait pas cru il n'y aurait pas eu de crédibilité. Et c'est vraiment ce que je voulais obtenir. Et alors, pour terminer, je voudrais également dire, nous dit John McTiernan, que vous avez été très sympathique lorsque vous avez notamment parlé de tous ces objets du quotidien qui étaient insérés, mais quelque part, eh bien, c'était ce qu'on voyait vraiment sur place, c'est-à-dire, à un moment donné, il y a un passage qui se passe à un endroit, une place tout au sud de Central Park qui s'appelle Columbus Circle, et à Columbus Circle, eh bien, il y a des vélos, donc moi j'y suis arrivé, il y avait des vélos, hop, ils ont roulé sur les vélos, et voilà. And as for the two guys, well, it's a clown show, okay? And the roles are reversed. The black guy is the conservative, and the white guy is the bum. I mean, I was already resistant to doing tough cop stories. I mean, it probably wasn't for political reasons then, but it was for emotional and social reasons. They gave me many different scripts that we would try to make diehards out of. I mean, most of them were mean and angry. And as I said, this had the prospect of being a clown show. Which I thought would be a lot both more entertaining for the audience and not as immoral as one of those police blood baths. Go ahead. Okay.
En fait, ce qui se passe, c'est que le film Die Hard 3, donc Une journée en enfer, c'est vraiment un spectacle de clown quelque part. C'est un spectacle de clown où les personnages archétypaux sont un peu inversés. C'est-à-dire que là, dans ce film-là, le noir, eh bien, c'est celui qui est conservateur, et le blanc, eh bien, c'est un peu quelque part l'espèce de clochard, quoi, qui vient s'ajouter au duo. Et donc la situation est complètement inversée. C'était ce qui m'intéressait. Moi, si vous voulez, j'ai toujours été assez résistant, résilient envers les thèmes d'histoire de flics un peu ripoux, de flics un peu rudes, etc. Moi, c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas à l'époque. Aujourd'hui, je pourrais dire pour des raisons politiques. Mais à l'époque, il n'y avait pas de ça. À l'époque, c'était plutôt pour des raisons émotionnelles, pour des raisons sociales. Ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et il faut savoir que lorsque nous avons décidé de faire un nouveau Die Hard, donc un nouveau Piège de cristal, etc., eh bien, on a reçu beaucoup de scénarios différents, beaucoup d'idées de scénarios. Et les scénarios en question ne m'intéressaient pas parce que c'était des scénarios qui étaient basés sur la rage, sur la vengeance, sur, etc., le sang, tout ce qu'on veut. Et moi, c'est pas ça qui m'intéressait. C'est pour ça que lorsque j'ai eu donc cette idée de scénario d'un show vraiment avec deux clowns, quoi, quelque chose qui était, à mon sens, plus intéressant parce que plus divertissant déjà pour le public, et puis sans doute pas aussi immoral que pourrait l'être un film de policiers, de flics avec un bain de sang, etc., etc. Moi, ça m'intéressait beaucoup moins. J'avais envie de quelque chose de plus léger et de plus divertissant. It's actually stolen from a French play. I mean, those two guys are the two guys in Waiting for Godot. I mean, it's the same sort of clown show. Il faut savoir que l'histoire, en fait, quelque part, a été un peu inspirée, beaucoup inspirée de la pièce de théâtre de Beckett. En attendant Godot, quelque part, ces deux personnages qui sont forcés de cohabiter dans ce film, dans cet espace, c'est vraiment les deux personnages d'En attendant Godot. Ça enchaîne très bien avec la remarque et la question suivante que je voulais poser, c'est que c'est les types de personnages que vous aimez bien. C'est-à-dire que souvent, chez vous, les héros, les personnages positifs, sont à la fois des héros, sont des personnages populaires, souvent brouillons, confus, drôles, un peu clownesques, alors que le méchant est plutôt raffiné, aristocrate, parfois européen, très efficace. Les hold-up le hold-up effectué dans ce film par Jeremy Irons par exemple est un hold-up mené de façon militaire, et toute cette dialectique entre, disons, la confusion d'un côté et l'efficacité de l'autre se retourne évidemment à la fin du film. Et est-ce que pourquoi vous appréciez ce genre de héros, de working class hero, un peu de héros populaires? Il y a un peu de lutte des classes dans cette manière de voir les personnages. Et c'est efficace auprès du public, je pense. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. I'm an Irish American. We, for many centuries, were the underclass. And the good Irish storytellers, the directors like John Ford, they almost always place their heroes in a similar way. Is it okay? She showed me something about that. She's trying to say we should go or something. I couldn't read it. John Ford. Well, I can't understate the significance of the Irish genocide and the Scottish genocide, and it's just amazing. I mean, in 1800, there were 5 million people in Ireland. In 1870, there were 2 million people. And that's normally covered by saying, oh, it was the potato famine, which is a pile of shit. It's nonsense. There was a winter of 1847 when
500,000 human beings starved to death in Ireland. And that same winter, they exported 500,000 tons of oats to feed English horses. So, I don't know. There were people in my family who, that my grandfather took care of their whole life, who were child assassins. We all learned this stuff very early, and it still exists in, well, it certainly exists in England, but it exists in the States too. And we see how the aristocratic inheritors in the States, i.e. the southern half, uses the suppression of an underclass in order to maintain control. Vous savez, par rapport à ce que vous venez de dire, ce qui est important de préciser, c'est que je suis moi-même d'ascendance irlandaise, je suis un Irlando-américain. Et pendant des siècles et des siècles, mon peuple, eh bien, c'était vraiment la classe, la dernière classe, si vous voulez, dans la lutte des classes. On était vraiment au-dessous de tout le reste. Et je pense que ceux qui racontent des histoires, les Irlando-américains, les Irlandais qui racontent des histoires, les racontent un peu toujours de la même manière. Je pense notamment à quelqu'un comme John Ford, qui utilisait également ce genre de héros. Et moi, je pense qu'en ce qui me concerne, dit John McTiernan, le génocide irlandais, le génocide écossais, c'est quelque chose, c'est un thème qui m'est cher et qui est très important. Il faut savoir qu'en 1800, il y avait 5 millions de personnes en Irlande, et puis en 1870, il n'y en avait plus que 2 millions de personnes. Et bon, bien sûr, on a dit que c'était à cause de la famine, ce thème de la famine de la pomme de terre, et puis cet hiver qui moi je pense que c'est vraiment n'importe quoi, parce qu'en 1847, il faut savoir qu'il y avait des millions de gens qui mouraient littéralement de faim en Irlande et en Écosse, et exactement au même moment, il y a eu 500 tonnes de blé qui a été importé, mais pour les chevaux de l'armée britannique. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible aujourd'hui, de se rendre compte de ce qui s'est passé à cette époque-là, et ça a vraiment été un génocide au sens le plus concret du terme. Et bon, évidemment, ce sont des choses, moi il faut savoir que mon propre grand-père, nous dit John McTiernan, s'est occupé de personnes à cette époque. Enfin bref, c'est quelque chose que nous connaissons, c'est une histoire, ce sont des thèmes que nous connaissons depuis très très longtemps. On a grandi avec ça, on sait, on connaît, et ce genre de choses continue d'exister, ce genre de choses se passe encore aujourd'hui, plus en Angleterre, mais aux États-Unis ça se passe encore, vraiment presque exactement comme ça, et il y a une classe aristocrate, surtout dans les États du Sud, qui se sert, qui fait pression sur une espèce de troisième classe, la classe vraiment ouvrière, et voilà, ce genre de choses continue de se passer aujourd'hui et continue de me révolter. You have had a revolution. The French had a revolution. In the English world, the revolution failed. For 100 years or so, it survived in the northern part of the United States, which was populated by the people who lost the Civil War in England. And until around 1975, they controlled the United States. They no longer do. It's a small thing, but I find it morally preferable to make people like this the heroes. Vous avez eu en France une révolution qui a fonctionné, qui a marché, qui a réussi. En Angleterre, il y a eu également une révolution. Sauf que cette révolution-là, elle n'a pas réussi. Elle a été avortée et quelque part, les personnes qui ont voulu faire cette révolution, eh bien cet esprit
cet esprit s'est éteint, mais les personnes en Angleterre, cet esprit d'aristocratie, tout cela a survécu aux États-Unis. Les personnes qui ont perdu cette véritable guerre civile qui a eu lieu, eh bien, ces personnes-là sont allées aux États-Unis, se sont installées aux États-Unis, et puis pendant des années, elles ont contrôlé les États-Unis jusqu'en 1975 à peu près. Aujourd'hui, ces personnes ne contrôlent plus les États-Unis. Mais à l'époque, jusqu'en 1975, c'était vraiment le cas. Et voilà. Et en ce qui me concerne, je pense que les héros, eh bien, c'est vraiment ça devrait être ces personnes-là. Bon, je crois qu'il nous reste quelques minutes, peut-être même pas. Moi, je propose qu'on termine, si John est d'accord, avec simplement la projection du dernier extrait, qui pour moi est une des choses les plus belles que le cinéma américain contemporain ait jamais produit, qui est une séquence de Thomas Crown. Et, parce que là se mêle véritablement à la fois l'art figuratif du film d'action et en même temps l'abstraction la plus totale, et même l'abstraction conceptuelle, si je peux permettre. Et voilà, le divertissement et l'expérimentation sont totalement indissociables dans cette séquence. C'est une séquence qui se situe à la fin du film. Le personnage joué par Pierce Brosnan est soupçonné d'avoir volé un tableau. Il fait le pari de le ramener dans le musée où l'attendent les policiers pour le capturer, pour le prendre sur le vif avec le tableau volé. Voilà, on va regarder cet extrait qui dure 7 minutes et puis vous verrez, c'est absolument épatant. Voilà. C'est une séquence qu'on devrait enseigner dans les écoles de cinéma. Voilà, je pense qu'il y a tellement de choses dans ce passage que... Voilà. I hadn't realized that it is so much off the painting. It is a Dada sequence. It's a nonsense sequence. The original script had a great deal of Mission Impossible. There was 25 pages of Mission Impossible stuff about how he stole the last bank from the back or whatever. And I don't know, it didn't, since I thought this was a love story, I didn't really care about the technology of that stuff. It's a Picaro, a fox.